De qui parlons-nous? Eh bien, aujourd'hui, c'est la date de naissance de Vladimir Jabotinsky, tout simplement. Très bien, c'est très important. J'ai envie de dire mon petit chéri, voilà. C'est Oui, carrément. une personnalité que j'aime beaucoup dans la manière dont il a... eh bien, il est toujours resté très attaché à ses valeurs et il n'a pas bougé d'un centimètre, on va dire ça comme ça. Alors, contrairement à d'autres, vous voulez dire? Il était, oui, peut-être, contrairement à d'autres, mais il a à plusieurs reprises décidé de se mettre de côté, on va dire ça comme ça, et de ne pas accéder à ce qu'il pouvait accéder parce que, eh bien, d'un point de vue, ça allait à l'encontre de ses valeurs. On va voir ça dans quelques instants. Alors, Zeev Vladimir Jabotinsky est né le 17 octobre 1880 à Odessa. Alors, Odessa, à cette époque, il faut s'imaginer ce que c'était que cette ville. C'était un des principaux ports de l'Empire russe. Aujourd'hui, Odessa, ça fait partie de l'Ukraine. Et c'est surtout un important foyer de la culture juive ashkénaze, non seulement de la culture juive, mais aussi eh bien, de la culture sioniste. C'est là que Jabotinsky va grandir. Son père décède quand il est très jeune. Il va recevoir un enseignement assez laïque, un tout petit peu. Il va connaître un petit peu les bases du judaïsme, mais c'est pas du tout dans un monde orthodoxe qu'il va grandir. Puis très rapidement, c'est un génie, on va dire ça comme ça. On s'en rend compte. Il parle plusieurs langues. Il va d'ailleurs faire des études de droit en Italie et en Suisse. Donc là, il va apprendre l'allemand, il va apprendre l'italien, il parlera le français. Il va devenir journaliste sous son nom de plume qui est Altalena. Et c'est donc ce nom de plume de l'Altalena qui sera repris plus tard sur le bateau de l'Altalena. Et ça, c'est pour un autre jour d'un jour notre histoire. Et puis, au moment du pogrom de Kishinev en 1903, juste après, eh bien, il va rejoindre le mouvement sioniste. Donc, il est jeune, il a 23 ans puisqu'il est né en 1880. En rentrant dans le mouvement sioniste, eh bien, il y rentre tout entier, puisqu'il va être élu au 6e congrès sioniste. Je vous interromps juste pour vous dire à nos auditeurs qu'il y a une alarme qui a été déclenchée dans les villages aux alentours de la bande de Gaza, aux alentours de la barrière de sécurité, aux alentours donc des villages de Yad Mordechai et Netiv HaHatzara. Merci Olivier. La situation continue donc. Oui, ça continue à être tendu, exactement. Alors, Jabotinsky. Donc Jabotinsky il va tout de suite, eh bien, il va acquérir très rapidement la réputation d'un brillant orateur. Et très rapidement, c'est un des leaders du mouvement sioniste. Et il va organiser, dès ce moment, il pense à organiser des unités d'autodéfense, puisque afin que les Juifs sachent répondre aux pogroms qui sévissent en Russie. Et c'est important aussi de dire que quand il a fait ses études en Italie, eh bien, il va être très impressionné par le nationalisme italien et dans cette partie du nationalisme italien, il y avait un courant qui est le courant qui est un courant, en fait, on pourra retrouver dans ses écrits après l'influence de ça, ce qu'on appelle le risorgimento, l'unité italienne. Voilà. On va continuer donc pendant la Première Guerre mondiale, eh bien, il pense que c'est important que les Juifs participent avec les Britanniques à la conquête de la Palestine, qui était à l'époque territoire ottoman, et c'est ainsi qu'il va créer une force militaire qui s'appelle la Légion juive, où en fait on va avoir un corps de ce qu'on appelle les muletiers de Sion, qui vont faire partie de l'armée britannique. On aura 562 hommes qui va se distinguer à la bataille de Gallipoli, et c'est comme ça qu'il va créer après en 1917, grâce à une activité très intense de Jabotinsky, eh bien les Britanniques vont accepter qu'on crée plusieurs unités juives, ce qu'on appelle les 38, 39 et 40e bataillons. Voilà, c'est dans un de ces bataillons d'ailleurs que se battra David Ben Gurion, puisque tout le monde comprend à cette époque que les Anglais vont l'emporter, et donc la Palestine deviendra britannique ou sous mandat britannique, et donc c'est important pour pouvoir permettre aux rêves sionistes de se réaliser, eh bien qu'on soit du côté des vainqueurs. Et puis lui-même va se battre, et ensuite il va, après la guerre, eh bien il va à nouveau créer des groupes d'autodéfense autour du club de sport des Maccabim, et donc il
Et c'est ainsi qu'en 1921, il va créer le parti sioniste révisionniste. Alors, pourquoi révisionniste? D'où vient ce mot? Révisionniste, ça vient du mot révision. Une révision de quoi? Eh bien, à cette époque, pour les leaders du sionisme, donc Ben Gurion par exemple, quand on dit sionisme, c'est égal à socialisme. Quand on est un sioniste, on est socialiste, le nouvel homme, etc. Et Jabotinsky dit non, c'est pas ça d'être sioniste. Être sioniste, c'est d'autres valeurs, d'autres idéaux, mais c'est pas pour autant être socialiste. C'est la raison pour laquelle il va créer ce mouvement révisionniste et donc il va de plus en plus être connu. Et il faut savoir que les Anglais ne l'aiment pas trop, le regardent d'un mauvais œil, et c'est ainsi qu'il va être chassé de Palestine en 1929. Et en fait, il se déplace à l'étranger et les Britanniques lui empêchent de revenir en Eretz Israël. Et donc, il va commencer à faire son action de plus en plus importante dans le monde entier. Et il faut dire que Jabotinsky, il y a deux choses. D'abord, c'était un leader charismatique, ça, personne ne vous le remet en cause, ne contredit cette idée. Et la seconde chose, c'est que c'était un auteur prolifique. Il écrit énormément, il lit plusieurs langues. Et pendant cette période où en fait on lui interdit de rentrer en Eretz Israël, il comprend qu'il y a un danger qui vient d'Europe. Il comprend que l'Europe est à quelques doigts de commencer à détruire ses juifs. Et il va faire le tour de toutes les communautés. Toutes les communautés en leur disant il est temps de partir, il faut quitter l'Europe, venez en Palestine, installez-vous en Palestine, il faut faire des pressions pour faire que vous fassiez votre allié et que vous installez en Palestine. Et il va véritablement faire le tour de tous ces pays. Et en 1940, il est aux États-Unis pour essayer de lever des fonds. Et c'est lui aussi, j'ai oublié de le dire, c'est lui qui a créé le mouvement Bétar, ce mouvement qui en Pologne à la veille de la guerre était le plus grand mouvement de jeunesse. C'est quand même très important. C'était un leader vraiment très très charismatique. Et quand il est aux États-Unis en septembre 1940, quand il apprend non pas en septembre 1940, n'importe quoi, en l'été 1940, il se trouve donc aux États-Unis, et c'est en août 1940 qu'il va apprendre que Paris est tombé. Et quand il apprend que Paris est tombé, il en est malade et il va mourir le 4 août 1940, alors qu'il est très jeune, il a 60 ans, d'un arrêt cardiaque. Et en fait, on raconte que il faut comprendre aussi d'un point de vue historique qu'à cette époque, l'armée française, c'était l'équivalent de l'armée américaine aujourd'hui. C'était la meilleure armée au monde, la plus grande, la plus importante. Donc ça lui a fait un choc. Et donc personne ne s'imaginait que la France allait perdre la bataille contre les Allemands. Et quand il voit qu'il y a la défaite de la France, il comprend que l'Europe est fichu, et il va en mourir le 4 août 1940. Il faut dire qu'il avait un de ses plus grands ennemis, c'était David Ben Gurion, qui ne l'aimait pas du tout. C'est ainsi qu'après la création de l'État d'Israël, David Ben Gurion s'est opposé à ce qu'on ramène son corps en Israël. Ce n'est que quand Lévi Eshkol est devenu lui Premier ministre et qu'a remplacé David Ben Gurion qu'on a pu, donc au début des années 60, ramener son corps et l'enterrer aussi à Herzl. Voilà, donc c'était de Vladimir Jabotinsky, cette immense figure dont j'aimerais vous parler ce matin sur Studio Kalita. Merci.